Voilà, bonsoir. Bonsoir les amis. Alors, voilà, j'attends les premiers arrivés. Donc, ce soir, nous avons un direct sur une alliance improbable. Bon, ben j'attends toujours, je sais pas. Ah, Siab, bravo. Aïssa Saïdi, bonsoir. Voilà. Ça vient doucement. Bonjour. Ça vient doucement, tout doucement. Bon, ben, ça n'a pas l'air de se précipiter. Tamsamani Mazig. Vive le Rif. Bien. Feten. Bonjour. Shalom. Mohamed Adam. Bonsoir. Nabil Arb Ouya. Bonsoir. Kamel Bouchiri. Bonsoir. Bon, ben, je vais commencer. De Montréal. Ah, ben, ça me fait plaisir. Alors, l'hiver a commencé à Montréal. La neige. Voilà. Donc, ce soir, je vais parler, comme annoncé, de l'alliance qui se profile entre le wahhabisme et le sionisme. Bon. C'est une alliance qui a commencé il y a longtemps, lente mais inexorable. Elle n'a pas abouti encore, parce que je ne crois pas qu'elle aboutira. Mais disons, elle s'est dessinée à partir du moment où le régime iranien a changé, c'est-à-dire en 1979. Avant 1979, l'Iran était le principal allié d'Israël au Moyen-Orient. Oh, dis pas moi, mon Dieu, ça fait un bail, c'est un vieux copain. Donc, l'Iran du Shah était l'allié politique, militaire, etc. d'Israël contre le monde arabe, contre le monde sunnite, si on veut. Mais en général, à l'époque, on ne parlait pas du tout de l'opposition sunnite-chiite. Vous savez, c'est une opposition qui a été, comment dire, créée de toutes pièces. Enfin, c'est-à-dire, la violence de cette opposition est toute nouvelle. Enfin, je veux dire, depuis 20-30 ans. Je veux dire, quand l'Iran s'opposait, était l'allié d'Israël contre le monde arabe, c'était beaucoup plus le camp occidental, et le monde arabe était divisé en deux camps, comme on va le voir. Il faut d'abord partir, bon, évidemment, c'est une alliance qui est en train de se faire et qui étonne beaucoup, qui surprend. Mais en fait, il faut d'abord que je vous dise une chose à propos des États. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, il ne faut pas croire ce que les États disent. Vous savez, par exemple, ils sont socialistes, ils sont libéraux, ils sont pour ceci ou pour cela. Ça, c'est juste pour la frime, pour se donner, comment dire, une couverture idéologique. Par exemple, quand les Américains vont répandre la démocratie au Chili, en Irak, etc., bon, c'est certainement pas pour la démocratie. Vous comprenez ça, n'est-ce pas?
Bon, quand l'URSS, étendait le communisme quelque part, ce n'était certainement pas pour la victoire de la classe ouvrière. Mais il faut que les États ont pris l'habitude de déguiser leur leur volonté de conquête sous des dehors de principes, de beaux principes. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que des alliances, contre nature ont toujours existé depuis que les grands États nationaux se sont développés sur le plan international. Je vais vous donner probablement la plus ancienne et la plus caractéristique. Vous savez, François Ier, en 1536, a passé une alliance avec Soleiman le Magnifique, c'est-à-dire le sultan turc qui contrôlait quasiment tout le Moyen-Orient, pour contourner les ennemis autrichiens, prussiens, etc. Et à l'époque, c'était absolument quelque chose de terrible. C'est-à-dire, on appelait ça l'alliance impie, l'alliance sacrilège de la fleur du lys et du croissant. Parce que toute l'Europe était chrétienne, était vraiment très chrétienne. Et puis voilà qu'un roi chrétien s'allie avec le mahométan contre d'autres chrétiens. Et puis aussi, plus proche de nous, en 1939, l'accord surprise. Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie, l'alliance avec Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique. C'était un tremblement de terre, c'est un coup de tonnerre dans le monde diplomatique. Parce que les deux pays ont trouvé leur intérêt de passer cette alliance. Certes temporaire, mais qui avait chamboulé les calculs diplomatiques, etc. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, un État, c'est pas parce que il est arabe, il est musulman, il est ceci, il est cela, et donc il va être antisioniste contre Israël. Pas nécessairement. Voilà. Et la preuve est en train de nous être donnée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les États cherchant leurs intérêts, il est évident qu'à un moment donné, l'idéologie passe au second plan. Les intérêts religieux et idéologiques passent au second plan. Et vous savez, les États arabes n'ont jamais été unis. Voilà, ça, il faut déjà savoir que c'est pas parce que Gamal Abdel Nasser a lancé l'Union, la Ligue arabe, l'Union, la nation arabe, etc. Il y a eu, en fait, le monde arabe était divisé après les indépendances, était divisé en deux camps irréconciliables. Il y avait le camp progressiste sous la bannière de Nasser, nationaliste, progressiste, anti-américain, non aligné. Donc c'était l'Irak, la Syrie, l'Égypte, l'Algérie, de Boumedienne, etc. Bon. Et il y avait le camp conservateur, c'est-à-dire les monarchies du Golfe principalement et le Maroc. Et en fait, les pays Nasser cherchaient à déstabiliser les monarchies, donc à susciter des révolutions, comme en Libye par exemple en 1969, pour renverser la monarchie et mettre un système progressiste. Enfin, on peut l'appeler comme ça. En tout cas anti-impérialiste. Alors que les monarchies cherchaient à déstabiliser le camp nationaliste comme celui. Salut Faisal, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Et donc, vous savez, par exemple, de tout temps, les Américains et les Soviétiques se sont bagarrés par Vietnamiens interposés, par Coréens interposés, etc. Et les Arabes, pareil. C'est-à-dire que
l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Vous savez, à l'époque, en 1960-70, il y avait deux États. Le Yémen était divisé en deux. C'est-à-dire, il y avait le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. L'un était progressiste, l'autre plus, disons, plus conformiste. Eh bien, il y avait l'Arabie Saoudite supportait l'un et l'Égypte supportait l'autre. Il y avait, bon, ils se menaient pas la guerre frontalement, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, mais disons de manière par yéménite interposée. Donc, c'est pas parce qu'on est arabe et musulman que nécessairement on va être alliés. Voilà, on a beau avoir un ennemi commun, mais ça aide, mais c'est pas du tout un élément déterminant dans la politique étrangère. Regardez par exemple l'Algérie et le Maroc. Enfin, ça fait 30-40 ans qu'ils sont en guerre. Quand ce n'est pas une guerre normale, enfin chaude, c'est une guerre froide. Alors que alliés, ils peuvent très bien, enfin économiquement, financièrement, etc. Ils sont complémentaires et ils pourraient faire beaucoup de choses ensemble. Mais voilà, les États, en tant qu'États, ont des intérêts divergents. Le Maroc et l'Algérie se retrouvent à peu près à égalité au Maghreb. Chacun veut empêcher l'autre de prendre le pas sur l'autre. Donc en fait, voilà, et cet intérêt étatique dépasse l'intérêt du peuple. Regardez par exemple la participation de l'Arabie Saoudite à l'écrasement de l'Irak en 90 et de la Syrie aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, c'est ça comment dire, le monde arabe a fonctionné toujours comme ça, de manière peut-être un peu cachée, un peu subtile, mais au fond, il y avait des oppositions. Vous savez, quand Nasser a subi une défaite en 67, c'était la fête dans les monarchies, au Palais Royal du Maroc, etc. On sabrait le champagne. Donc voilà, maintenant, venons-en à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, enfin, plus particulièrement, la position de l'Arabie Saoudite par rapport à la Palestine. Parce que c'est là, c'est la trahison suprême, une alliance de l'Arabie Saoudite et d'Israël ne peut se faire que sur le dos de la Palestine, entre autres, et donc c'est la trahison suprême. Mais, encore une fois, cette alliance, enfin, qui n'est pas encore totale, ni ouverte, ni affichée, mais elle a commencé, je vous ai dit, depuis que l'Iran est devenu religieux avec les ayatollahs, et donc s'est opposé totalement à l'Amérique et à Israël. Et à ce moment-là, on a prêté à l'Iran des intentions hégémoniques, et donc les monarchies du Golfe dans l'Arabie Saoudite ont été, comment dire, pressentis pour se rapprocher de leur ennemi commun, c'est-à-dire d'Israël. Dès 1948, c'est-à-dire au moment où il y a eu le plan du partage et la conquête de la Palestine, l'achèvement de la conquête de la Palestine par les sionistes, il y a eu déjà des tiraillements au sein du monde arabe. Fallait-il faire la guerre à Israël ou pas? En fait, il n'y a eu que deux États qui ont tenté enfin, il faut dire aussi que l'Égypte à l'époque était sous la domination du roi Farouk. C'était un roi complètement débile et qui avait envoyé quelques bataillons pour faire la guerre. C'était un échec lamentable. Et d'ailleurs, Nasser était un des officiers qui avait participé à cette défaite cuisante de 48. Et c'est cette défaite qui va le pousser à faire le coup d'État et à établir un régime nationaliste en Égypte. Les trahisons arabes vis-à-vis de la Palestine datent de 1947. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les pays arabes n'ont que le mot Palestine à la bouche, Israël, machin, etc. Mais en fait, ils ont pratiquement, à des degrés divers, dans des périodes différentes,
souvent trahi la Palestine. Ça a commencé en 1947 avec l'accord secret entre la Jordanie et Israël, et le futur État d'Israël, pour empêcher, parce qu'il y avait un plan de partage, donc il y avait une partie qui devait revenir à la Palestine. Je veux dire, si les Palestiniens ont été chassés de la région comment dire, consacrée aux sionistes, réservée aux sionistes, il y avait toute la partie de Cisjordanie, enfin de l'actuelle Cisjordanie, où les sionistes n'étaient pas nombreux. Donc la Palestine aurait pu, un État palestinien aurait pu se créer sur ce territoire-là, conformément au plan de partage. Et bien justement, le plan secret entre les sionistes et le régime hachémite consistait à empêcher les Palestiniens de créer un État sur le reste de la Palestine que les sionistes n'occupaient pas. C'est-à-dire, en fait, les deux se sont entendus pour qu'il n'y ait pas de nationalisme palestinien qui vienne s'installer dans cette région. L'autre grande trahison, vraiment, c'était l'Égypte de Sadat. L'Égypte de Sadat, bon, pour des raisons, vous savez, Sadat, après la guerre de 1973, il s'est rapproché des Américains, il a instauré un régime libéral économiquement, etc. Et probablement sous la pression de l'Arabie Saoudite, qui tenait les cordons de la bourse, qui lui faisait miroiter une aide importante, il a passé un accord avec Israël, le traité de paix en 1979. Le problème de ce traité, c'est qu'il allait contre la politique de la Ligue arabe, c'est-à-dire pas de paix séparée avec l'État sioniste tant qu'on n'aura pas réglé le problème des Palestiniens. C'est bien clair. D'ailleurs, peut-être beaucoup d'entre vous ne se rappellent pas, hein, l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe quand elle a signé une paix séparée. C'est-à-dire qu'en fait, l'Égypte, qui était le grand pays du monde arabe, bon, là, l'Arabie Saoudite est grand par l'espace, mais sa voix ne comptait pas. L'Égypte de Nasser, ça c'était quelque chose, c'était le grand pays des non-alignés. Et donc l'Égypte a signé une paix séparée, c'est-à-dire, moi je récupère mon Sinaï et j'en ai rien à fiche des Palestiniens. C'est-à-dire, c'était un signal donné, d'ailleurs c'est comme ça que les Israéliens l'ont vécu, c'est-à-dire, voilà, je fais une paix, je récupère mon Sinaï et j'en ai rien à fiche des Palestiniens qui se démerdent. Voilà. Ça, c'était une autre trahison. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que le roi Hussein de Jordanie a massacré des milliers de Palestiniens, ce qu'on appelle Septembre Noir, en 1970, en Jordanie, pour éliminer la résistance armée palestinienne qui était réfugiée sur son territoire. Arafat, dans les années 80, a eu ce mot terrible sur les régimes arabes. Il disait ce sont des chiens. Voilà. Bon. En fait, les Palestiniens ont toujours été considérés par les pays arabes, par les régimes arabes, qui étaient des régimes, dictatoriaux, mais qui utilisaient la Palestine pour, donner le change. Par exemple, au Maroc, on pouvait manifester, mais pour la Palestine, mais pas contre le régime local, par exemple. Voilà. Donc, ça permettait au régime de se dédouaner. Les Palestiniens étaient considérés pendant longtemps comme des emmerdeurs. Voilà. C'est-à-dire, désolé pour le terme, mais ils empêchaient de régner en rond. Voilà. On ne pouvait pas ne pas les aider, enfin, faire semblant de les aider. D'ailleurs, franchement, quand on voit l'état de la Cisjordanie et de Gaza, alors que les pays arabes croulent sous les milliards, sous les centaines de milliards, voilà. Ils ne peuvent pas donner un petit milliard comme ça de temps en temps. Voilà. Peut-être qu'ils ont peur de le faire, parce que c'est comme tirer les moustaches du tigre sioniste. Vous savez, c'est pas évident. Mais enfin, ils ne font pas grand-chose pour les aider. En fait, ils aimeraient bien que ce problème disparaisse. Voilà. Et donc, maintenant, l'Arabie Saoudite,
pour des raisons, probablement, à mon avis, il peut y avoir euh, deux ou trois raisons importantes à son revirement. C'est-à-dire que depuis quelques années, on sentait le vent tourner. C'est-à-dire il y avait des Israéliens qui participaient à des foires en Arabie Saoudite, etc. Enfin, il y avait le survol, par exemple, de l'Arabie Saoudite pour aller, etc., etc. Bon, il y a toutes sortes de signaux avant-coureurs. Et là, c'était, comment dire, il y a eu 2-3 jours, le ministre de la Défense a donné une interview à un très grand organe d'information proche du palais saoudien, donc où il offrait quasiment son alliance. Bon, évidemment, tout ça a été préparé à l'avance. Donc l'Arabie Saoudite, c'est comme le Maroc et l'Algérie. L'Arabie Saoudite, elle est confrontée à la puissance de l'Iran. Bon. C'est-à-dire deux grandes puissances qui se font face et dont chacune, c'est normal, c'est la nature d'un pays puissant, c'est de vouloir maintenir ou développer son influence dans la région. Et donc, l'Iran est un pays puissant qui a non seulement qui a du pétrole, mais qui a une industrie, qui a un développement dans les arts, dans le commerce, etc. Et qui a une certaine influence. Et donc l'Arabie Saoudite aussi a peur, oui, elle craint cette influence et veut s'affirmer dans la région. Pour s'affirmer, elle peut trouver un allié, Israël. Maintenant, il peut y avoir une autre raison, tout aussi valable, à mon avis, aussi importante, c'est que l'Arabie Saoudite n'a pas le choix. C'est-à-dire, vous savez, j'ai souvent dit ici que la plupart des pays arabes, enfin, disons tous, comme ils ont des régimes impopulaires et qui basés sur la corruption et les privilèges, enfin, tous les dirigeants arabes planquent leur fric aux États-Unis, en Suisse, etc., achètent des villas. Et donc le chantage américain vis-à-vis de ces pays est très simple. Si vous ne suivez, si vous faites le malin, si vous faites l'imbécile, si vous voulez résister à l'ordre mondial, eh ben, soit on vous confisque votre argent, soit on vous détruit comme on a détruit l'Irak, la Syrie, la Libye. C'est très facile de trouver des prétextes. Par exemple, bien Malaki, voilà, corruption, ou bien on crée un attentat, ou bien on crée un Daesh. Le Daesh, voilà, c'est une création américaine. Donc, on vous crée un Daesh quelque part, et puis on vous dit que vous utilisez les armes chimiques, par exemple, comme en Syrie. Donc, en fait, un pays comme l'Arabie Saoudite n'a pas le choix finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut résister, est-ce qu'il peut avoir une politique indépendante? Il n'a pas intérêt. De toutes les façons, il a, je ne sais pas moi combien de dizaines ou de centaines de milliards planqués aux États-Unis, etc. Voilà, il est obligé de s'allier avec l'Amérique, avec l'Occident et donc avec Israël. Évidemment, cette alliance va se faire très, très progressivement. C'est-à-dire, vraiment au compte-gouttes. Voilà, petit à petit, on laisse passer une information, il faut habituer les gens, etc. J'ai oublié tout à l'heure de parler d'une des plus grandes trahisons du monde arabe vis-à-vis de la Palestine, c'est la réception par Hassan II, officiellement, c'est-à-dire ouvertement, avec tous les honneurs, etc., en 1986 quand même. Il n'y avait même pas les accords d'Oslo, de Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Voilà. Il les a reçus et il a donné un certificat de légitimité aux sionistes dans le monde arabe. C'est un peu le début de cette tentative de légitimer Israël et finalement beaucoup de gens aujourd'hui dans les pays arabes disent oui, bon, il faut vivre avec, il est là, il faut trouver une solution, etc. Bon. Une autre, un élément qui montre cette alliance
enfin, qui ne se dit pas encore. Voilà, c'est très important. L'alliance du wahhabisme et du sionisme, c'est une alliance tacite, qui ne se dit pas. C'est le Hezbollah, c'est-à-dire le Liban. Voilà. Vous savez, Rafik Hariri, le père de Saad Hariri, il a été assassiné en 2005, je crois, enfin à peu près. C'était un homme d'affaires qui a fait fortune en Arabie Saoudite, déjà. Bon. Donc il est très proche du régime saoudien. Dans les années 90, il a fait une fortune. Il y avait la guerre civile. Et je me souviens, vous savez, il y a un auteur israélien, éventuellement que vous pourrez lire parce qu'il est excellent, qui s'appelle Yoram Kaniuk. Quand il parle de 1948, c'est vous savez, c'est un des sionistes historiques qui ont gardé une âme, je suis obligé de dire, une âme de, comment dire, d'humaniste et de progressiste. Voilà. Et par exemple, ce Yoram Kaniuk, il y a quelques années avant sa mort, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, il avait demandé à ce que, vous savez, sur les cartes d'identité israéliennes, il y a écrit juif, arabe, etc. Voilà. Et il a demandé et obtenu, par jugement, qu'on lui enlève le titre de juif. Voilà. Donc, enfin, en tant que journaliste, il était à Beyrouth et il racontait cette scène. Malheureusement, j'ai oublié le titre du livre dans lequel il racontait cette scène, mais il est extraordinaire. Donc, il était à quelque part avec des Israéliens déguisés, enfin, voilà, qui étaient avec des chrétiens, en haut d'une tour. Et lorsqu'un immeuble était détruit ou endommagé, etc., il donnait des coups de fil, il dit achète. Et donc, finalement, il a refait tout le centre de Beyrouth. D'ailleurs, j'étais à Beyrouth il y a 2 ans. C'est bien, c'est assez magnifique. La reconstruction, c'est bon, mais c'est Hariri qui a presque tout fait. Bon. Pourquoi il a été assassiné, je ne sais pas qui est derrière. Bon, on a dit le Hezbollah, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après son assassinat, la Syrie, qu'on a accusée parce que la Syrie était présente au Liban, a été obligée de déguerpir du Liban. Et Hariri son fils était devenu l'homme de l'Arabie Saoudite au Liban. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, elle a une haine terrible, non seulement contre l'Iran, contre la Syrie, mais contre le Hezbollah. Or, le Hezbollah, je l'avais dit un jour, c'est probablement, enfin, c'est certainement la seule force arabe qui a infligé une défaite à Israël. Pas en 2006, je ne parle pas de 2006. 2006, mettons, c'était, enfin bon, disons, il a empêché Israël d'arriver à ses fins, c'est-à-dire de détruire le Hezbollah. Par contre, Israël avait occupé pendant 20 ans le sud Liban. Et vous savez, une occupation qui aurait dû finir par une espèce de fait accompli, c'est-à-dire, voilà, bon, Israël a toujours eu une visée sur l'est du Jourdain, et un jour ou l'autre, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il traverse le Jourdain et prenne une partie de la Jordanie, et aussi la partie sud du Liban jusqu'au fleuve Litanie. Et d'ailleurs, l'invasion de 1982 était dans ce but, c'est-à-dire d'aller jusqu'à Beyrouth et après de revenir jusqu'au fleuve Litanie. Et ils ont construit ils se sont retranchés par exemple dans le château de Beaufort, et ils ont construit des bases, enfin vraiment des trucs mais le Hezbollah leur a mené la vie tellement dure, qu'ils ont dû partir en 2000 la queue entre les jambes. Et ça, vraiment, l'honneur du monde arabe a été sauvé parce que il a empêché Israël d'occuper une autre terre arabe. Eh bien, le Hezbollah a été déclaré mouvement terroriste par l'Arabie Saoudite et la Ligue arabe. L'Arabie Saoudite implore l'Israël d'en finir avec le Hezbollah. Donc, en fait, ils ont des intérêts communs sur pas mal de domaines. Maintenant, venons-en, et la Palestine dans tout ça.
malheureusement. Vous savez, bon. Comme je vous ai dit, voilà, la Palestine, c'est un peu, franchement, le monde arabe n'en a rien à fiche. Voilà. S'il pouvait, c'est juste, s'il pouvait disparaître, bon, malheureusement, enfin, malheureusement pour eux, ils ne disparaissent pas, mais s'ils pouvaient régler, enfin, se soumettre définitivement à Israël, c'est-à-dire accepter un plan de paix, enfin, entre guillemets, et se soumettre. Vous savez qu'il y a quelques jours, Trump a proposé un plan de paix, pas de paix entre guillemets, hein, c'est-à-dire en fait de soumission totale. C'est quoi ce plan? En quelques points. Aucune colonie ne sera liquidée. C'est-à-dire que même si le moindre parcelle de terrain où il y a une colonie, les Juifs doivent rester partout où ils sont installés. Bon. Donc déjà, on peut considérer que 70% de la Cisjordanie reviendrait à Israël. Bon. Deuxième point, Jérusalem doit rester telle qu'elle, c'est-à-dire enfin unifier le grand Israël, le grand Jérusalem, capitale d'Israël. Et troisième point, la vallée du Jourdain, ça c'est très important. Regardez une carte, vous verrez que en fait la Palestine c'est quoi? C'est il y a le mur qui sépare, enfin qui sépare, oui, il y a un mur qui sépare la Cisjordanie et le territoire israélien d'avant 1967, mais en fait, il y a 650 000 colons en Cisjordanie. Donc, Israël, pour des raisons de sécurité, parce que, bon, évidemment, c'est toujours des raisons de sécurité, quand vous entendez, par exemple, quand Fabius était ministre des Affaires étrangères, il disait « Rien ne peut se faire contre la sécurité d'Israël ». Et c'est quoi la sécurité d'Israël? Ça veut dire qu'il faut que Israël garde la vallée du Jourdain. Ça veut dire cette bande de terre de 5 à 10 kilomètres. Ce qui fait que ce futur État palestinien qu'on peut considérer comme des Bantoustans, vous savez l'origine du mot Bantoustan, c'est l'Afrique du Sud qui voulait créer des réserves pour les Noirs en leur donnant une fausse indépendance et en disant voilà, ben les Noirs, mais ils sont indépendants, il n'y a plus d'apartheid. Donc en fait, le but d'Israël, c'est de créer 2 ou 3 Bantoustans, parce qu'en fait, même les Bantoustans ici, c'est pas d'un seul tenant, c'est 3 ou 4, Ramallah, Hébron, etc. Mais totalement, comment dire, contrôlés, dont toutes les issues sont contrôlées par Israël. C'est-à-dire qu'en fait, si on applique ce plan, c'est-à-dire d'attribution de la souveraineté du Jourdain à Israël, ça veut dire tout celui qui veut rentrer en Palestine ou en sortir, toutes les marchandises doivent avoir l'aval d'Israël. Et ça s'appellera un État palestinien. Et Trump, non seulement, enfin, il a proposé ce plan, mais il a posé un ultimatum aux Palestiniens. Il leur a dit, si vous ne reprenez pas les négociations dans 90 jours, dans 3 mois, je ferme la délégation de l'OLP à Washington, ou l'ambassade de l'OLP à Washington. C'est en fait toute la construction, tout ce que les Palestiniens ont bâti depuis les accords d'Oslo, ça veut dire depuis 24 ans. Toutes les fictions, parce que c'est une fiction d'État palestinien. Je vous ai dit, enfin j'ai déjà dit que c'est de la rigolade, c'est un État de, comment dire, c'est un État de poupée. Vous savez, ils ont 110 ambassades de la Palestine. Elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien. Juste pour donner du boulot, je ne sais pas combien, 2000 ou 3000 personnes ou 5000, avec un excellent salaire. Il y a des tas de ministères en Palestine. Il y a même un ministre chargé des prisonniers. On demande à quoi il sert. Mais enfin bon. Mais la Palestine, enfin l'autorité palestinienne fait semblant de croire que c'est la base du futur État. Voilà. C'est-à-dire on est en train de constituer un État. Voilà.
En fait, c'est un État qui ne vaut rien. Je veux dire, en 2 heures, d'ailleurs, quand les Israéliens veulent rentrer à Ramallah ou à Hébron, ils saisissent des télés, des radios, ils emprisonnent. Mais enfin, je veux dire, ils rentrent où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, et avec l'appui des forces de sécurité palestiniennes. En fait, c'est vraiment le caniche de l'occupant sioniste. Mais il continue à faire semblant. Voilà. Mais même cette fiction, même même cela, Trump ne le laisse pas, ne leur laisse pas cette fiction. Il leur dit voilà, maintenant c'est fini de rigoler. Voilà. D'accord? Voilà. Vous devez accepter de négocier. Mais négocier quoi? Négocier comment un Bantoustan peut vivre dans ce cadre. Voilà. Mais on vous donnera de l'argent. Voilà. Mais qui donnera cet argent? L'Arabie Saoudite. Vous voyez le lien? L'Arabie Saoudite s'est engagée à verser voilà. Bon. On vous donnera de l'argent. Cet argent ira à qui? Aux dirigeants palestiniens, comme d'habitude, c'est-à-dire qui s'empiffrent, qui s'enrichissent. Cette nomenclatura palestinienne de 5 à 10 000 personnes, moi, elle m'écoeure. Voilà. Et des fois, je me dis, enfin bon, non, je préfère pas. Voilà. Mais peut-être, après tout, on ne sait jamais, peut-être cet ultimatum de Trump va réveiller les Palestiniens. Après tout, vous savez pourquoi Arafat n'a jamais signé, comment dire, un traité définitif avec ça, c'est-à-dire n'a jamais signé pour un Bantoustan. Outre le fait que les Israéliens refusent même un Bantoustan, mais enfin, il aurait pu l'avoir. Et imaginons. Parce qu'il disait, si je le fais, je me fais assassiner. On ne sait jamais, c'est-à-dire, voilà, les Palestiniens, on leur dit, on va avoir un État, on va avoir un État, on va avoir un État. Et à un moment donné, là, il y a beaucoup de gens qui ont des armes. Il y a des flics, il y a des gens qui ont des armes, il y a des résistants du FPLP, du Hamas, etc. Et si un chef palestinien signait une reddition, parce que c'est une reddition totale, ben, il peut se faire assassiner. Donc, peut-être ça va les faire hésiter. Ils vont se dire, non, non, cette fois, la couleuvre est trop grosse à avaler. Voilà. Peut-être, je ne sais pas. Bon, ceci étant dit, je voudrais vous dire une chose. Il y a quand même des raisons d'espérer. Voilà. Malgré tout. Je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, mais je pense qu'il y a des raisons d'espérer et de continuer à lutter. Et je vais vous dire les raisons d'espérer. Il y a d'abord l'intransigeance israélienne. Vous savez, le plan de Trump, enfin, il est formidable pour Israël. Enfin, il serait formidable pour Israël. Parce que quasiment, bon, ben, on réduit les Palestiniens à une main-d'œuvre de colonisée pour le système colonial. Voilà. Avec un drapeau. Bon, ben, mais ça, la droite israélienne n'en veut pas. Voilà. C'est-à-dire, elle dit, non, non, je veux rien. Voilà, je veux toute la Cisjordanie. Et aujourd'hui, dire de plus en plus la droite, la vraie, c'est-à-dire, comment il s'appelle déjà, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, les religieux sont vent debout contre tout abandon de la terre d'Israël. Voilà, c'est la terre biblique. Donc, à mon avis, l'intransigeance israélienne empêchera même un début d'accord. Bon. Deuxièmement, je pense qu'il y a des raisons d'espérer dans la chose suivante. Malgré tout, vous voyez combien les régimes arabes, vous savez, ils ont la trouille d'afficher une quelconque faiblesse avec Israël. Regardez le Maroc. Le roi Hassan II a reçu, il y a 30 ans, Pérez et Rabin. Eh bien, le régime marocain, dès qu'il y a comment dire, non à la normalisation avec l'Israël, etc., ça fait 30 ans et il y a toujours une résistance populaire extraordinaire.
Prenons l'Égypte, qui a signé un traité de paix avec Israël. Mais c'est une paix froide. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est une paix froide, c'est-à-dire que les Égyptiens, ils savent qu'ils sont obligés de passer par là, mais ils haïssent Israël. Vous savez, par exemple, juste pour vous donner un exemple, il y a un avocat, il y a quelque temps, il a été en Israël, un avocat égyptien. Il a été radié de l'ordre des avocats. Donc, en fait, voilà, la Jordanie, le Parlement jordanien, le peuple jordanien, il est vent debout contre la normalisation avec Israël. Donc, en fait, il y a une résistance extraordinaire. Et même si l'Arabie saoudite, disons, fait des choses secrètement, en cachette, dans le dos, etc., il y a, et moi je le sais, je le vis, le monde arabe, le monde arabo-musulman, il n'acceptera jamais le diktat sioniste. Et vous savez, aujourd'hui, bon, le sionisme croit triompher et dominer le monde. Il a des raisons de le croire. Mais combien de temps ça peut durer? C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pays arabes ont l'air écrasés. Mais l'histoire, c'est pas une question d'une année ou de 5 ans ou de 10 ans. C'est une histoire de décennies et de siècles. Le sionisme sur cette terre est un élément étranger, indésirable et qui ne fait rien pour s'intégrer dans la région. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, malgré la puissance, il se fera éjecter. Et je pense que toutes ces raisons d'espérer devraient nous inciter à poursuivre notre combat, de chacun à sa manière, etc., de délégitimation, de critique et de résistance. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point. Donc comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, il y avait quelques questions sur le thème. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je les lirai et demain, vers en fin d'après-midi, je ferai une vidéo pour répondre aux questions concrètes. Je vais pas faire je ferai pas de vidéo sur ceci ou cela, mais je répondrai à toutes les questions qui m'auront été posées. Sur ce, je vous remercie pour votre amitié et votre sympathie et votre fidélité. Donc, à bientôt pour un autre direct. Bonsoir.